Bonjour à toutes et tous. Alors, 4 courants de la philosophie de la psychiatrie. Premièrement, pour faire une cartographie et quelques constats de base, il faut savoir qu'il y a des enjeux conceptuels, méthodologiques, normatifs qui structurent et souvent implicitement pratiques cliniques et recherches qui ne peuvent pas être résolus juste par les données empiriques ou les données cliniques et du terrain. Des apports de la philosophie de la psychiatrie donc sont à la fois cliniques mais aussi pédagogiques et aussi éthiques parce que peuvent améliorer les prises de décision, qualité des soins ou avoir un cadre très didactique, pédagogique autour de l'interdisciplinarité. Un champ qui en fait est assez difficile d'accès pour des cliniciens, notamment parce qu'il y a une diversité d'approches. Alors, ce qu'on pourrait proposer, c'est un panorama qui existe. Par exemple, World Psychiatry proposait un panorama de la philosophie de la psychiatrie en classant 4 grandes catégories. Les grands courants naturalistes normativistes, par exemple, est-ce que le trouble est une dysfonction ou est-ce que c'est une manière de fonctionner différemment dans le monde, à la fois entre faits psychobiologiques versus jugement de valeur. Deuxième point, le pluralisme, c'est-à-dire qu'il y a une pluralité d'approches, tant sur le plan de qu'est-ce que c'est nos troubles, ou nos patients, qu'est-ce que c'est d'expliquer, ou qu'est-ce que sont les valeurs, et pourquoi il faut en considérer plusieurs. Il y a des causalités, des modèles explicatifs complémentaires, des valeurs multiples dans les définitions et classifications ou le soin. Troisième point, le rejet de l'essentialisme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'essence naturelle fixe, mais des constructions cliniques, pragmatiques, révisables, contraintes par des régularités certes empiriques, mais orientées pour des finalités cliniques et scientifiques également, avec toute une philosophie du care qui peut y être greffée. Et puis enfin, une cognition qui est plus incarnée, située et active, puisque les troubles psychiatriques peuvent être compris comme des perturbations du sens, c'est-à-dire de manière de faire sens dans le monde, émergent d'interactions entre cerveau, corps, environnement. On pourrait proposer une autre classification en 4 mouvements, non pas basée sur 4 concepts de la philosophie, déjà épistémologique, mais en fait un peu plus large en prenant de la distance, en se disant, eh bien il y a 4 mouvements en philosophie, voire en sociologie, une approche qui tente d'expliquer les phénomènes, expliquer par exemple les troubles, et qui est plus de l'ordre de l'épistémologie, et une autre qui va tenter de la décrire, qui est plus de l'ordre de la phénoménologie. Et puis 2 autres, l'herméneutique plus l'interprétation des choses, et puis une approche plus critique, puisque s'intéresser à un concept va nécessairement être de le transformer. Et donc on va partir sur ces 2 premiers grands courants d'expliquer et d'écrire, c'est-à-dire de l'épistémologie et de la phénoménologie. Alors ce courant phénoménologique descriptif, phénoménologie de la psychiatrie pourrait renvoyer à une approche qui étudie expériences vécues des patients en première ou deuxième personne à partir de leur propre perspective. Eh bien, elle est assez bien développée. On le voit des grandes revues qui publient des articles de phénoménologie. Et j'en cite des passages, ça permettra de vraiment bien illustrer. Donc, dans nos grandes revues, on a ces textes qui sont très beaux, avec l'idée que la psychopathologie va vraiment essayer de décrire la manière dont, par exemple, le délire est vécu, le type de réalité que les patients peuvent y attribuer. Avec des termes comme ces tendances de la psychiatrie pour décrire les délires sous forme non pas de croyances ordinaires, mais d'une hypothèse de changement qualitatif dans l'expérience de soi et du monde pour expliquer et traiter les délires. Et de la même manière, dans une autre grande revue, World Psychiatry, par une expérience vécue de la dépression, on peut le décrire comme le fait que classiquement on est immergé pratiquement sans réfléchir dans le monde, et puis ce sentiment d'être confortablement immergé dans un monde familier pourrait disparaître lors de la dépression, qui pourrait être une expérience interpersonnelle qui est modifiée, de sentiment en général d'être déconnecté des autres. Et on a ce beau passage, personne souffrant de dépression se retrouve dans un monde différent, dans un royaume isolé, étranger, indifférent aux autres, douloureusement coupé d'eux au vécu, uniquement en termes de menaces. Si on essaie d'en retrouver les grandes catégories dans la phénoménologie, on a des questions qui tournent soit autour du vécu de soi, soit de l'intersubjectivité, soit de l'espace du corps vécu, soit des atmosphères, soit du rapport au monde. Pour le premier, le vécu de soi, on a cette question de l'ipséité ou de l'hyperréflexivité, qui va avec la question de l'auto-affection qui sont souvent traitées ensemble, et puis un trouble du sentiment d'existence, de vitalité chez Minkowski. Pour le second, la perte de l'évidence naturelle ou de l'accord intersubjectif sont parfois discutés. Pour un troisième, l'espace vécu, on a le live versus le corpeur, le corps propre ou le corps vécu, et puis d'altération de la familiarité du monde. Sur le côté de l'atmosphère, on a cette littérature sur les atmosphères, sur le sentiment précoce d'étrangeté face à certains patients ou de tonalité affective globale du monde vécu, éventuellement comme étrange, comme on vient de le voir. Et puis un rapport au monde, à la temporalité particulier, la trouble du contact vital avec la réalité, du monde figé, rigidifié, vidé de ses potentialités. Voici, c'était quelques exemples de phénoménologie et de concepts qui peuvent être abordés dans ce champ. Un deuxième champ est celui anglo-saxon, épistémologique, plus analytique, parce qu'il provient de la philosophie analytique, épistémologie de la psychiatrie, qui est plus une étude de la connaissance, c'est-à-dire des objets de la psychiatrie, qu'est-ce que c'est un trouble, qu'est-ce que c'est un symptôme, et aussi de ses fondements, de ses méthodes, de ses outils, de ses concepts,
par exemple la pratique clinique, les facteurs socio-biologiques. Et on voit qu'il y a une grosse littérature autour de l'épistémologie, où je propose juste quelques grands ouvrages qu'on peut retrouver très, très aisément sur Internet. Et pareil, on peut en isoler quelques grandes thématiques. Par exemple, comment on démarque le normal et le pathologique? Comment on définit un trouble? Qu'est-ce que c'est nos classifications? Pourquoi il faut plusieurs classifications? Cette question du pluralisme. Qu'est-ce que c'est médicalisé, surmédicalisé, sous-médicalisé? Quelles normes se mêlent entre les normes médicales et les normes sociales? Puis des concepts qui proviennent de la philosophie des sciences. Qu'est-ce que c'est expliquer? Qu'est-ce que c'est la causalité entre la biologie et les symptômes? Qu'est-ce que c'est établir une preuve? Donc, par exemple, développer une philosophie de l'évidence-based médecine. Et puis, tout un champ de l'épistémologie de la psychiatrie autour de la sémiologie. Comment on définit un symptôme, quel lien il a avec la physiologie, comment ils interagissent entre eux, et puis enfin de la dynamique des troubles, pourquoi on a des symptômes qui sont des troubles qui sont transitoires, pourquoi on a des maladies qui apparaissent, disparaissent dans certaines niches écologiques. Voici donc deux premiers courants, et puis on pourrait en proposer deux autres qui sont, pour celui-ci, moins connus en France, mais très développés dans le monde anglo-saxon, une psychiatrie critique, qui n'est pas du tout une anti-psychiatrie, puisqu'il y a vraiment une reconnaissance de la souffrance et des difficultés des troubles et des patients, mais avec l'idée de transformer. Et il y a un héritage de ces théories critiques, théories de la reconnaissance, certes plus ou moins des mouvements anti-psychiatriques, mais aussi psychiatrie institutionnelle. C'est une approche qu'on pourrait dire plus politique de la psychiatrie parce qu'on va interroger les pratiques, les diagnostics, les institutions, montrer comment elles peuvent être façonnées par des rapports de pouvoir, de normes sociales ou de contexte historique. Ça va par exemple s'intéresser à la question de la médicalisation de la souffrance, comment elle va être vécue, comment il peut y avoir des questions d'aliénation, d'inégalité structurelle. Il peut y avoir aussi une critique au sens positif du terme, de critique, c'est-à-dire de discussion, de débat autour des institutions psychiatriques. Par exemple, comment elles peuvent produire des effets de stigmatisation, mais ça peut être vraiment dans un objectif de réduire ces apports négatifs en travaillant dessus. Et puis des rapports de pouvoir, d'asymétrie entre soignants, de justice sociale, et avec éventuellement une visée émancipatrice de démocratiser la psychiatrie plus inclusive, avec des questions de dignité et de participation des usagers qui en font partie. Et on retrouve comme ça un certain nombre d'ouvrages autour de la psychiatrie critique, ouvrages très récents qui ont à peu près tous moins de 10 ans. Un quatrième courant est la question de l'herméneutique, c'est-à-dire de l'interprétation. On retrouve par exemple une herméneutique shift in psychiatrie, ce court article dans World Psychiatry, qui va là essayer d'interroger la manière dont toutes les expériences psychiques à travers des récits prennent sens. Par exemple, on va vraiment se pencher sur l'interprétation clinique, comment le diagnostic est une pratique interprétative située historiquement, culturellement, comment on peut porter du sens à l'expérience vécue, comment vraiment on va avoir une expression signifiante, pas justement d'indicateur à mesurer, s'intéresser dans les courants de médecine narrative, à ce langage, ce récit, à la dimension intersubjective qui émerge dans la relation clinique, et donc vraiment avoir une vigilance pour tous les cadres interprétatifs et effets cliniques. Et puis bien sûr, on a des confluences entre ces quatre mouvements des philosophies de la psychiatrie, par exemple autour de cette psychiatrie inactive, ces mouvements 4E, de la cognition qui ne serait pas limitée au corps, mais qui s'étendrait parce qu'elle crée du sens dans l'environnement. Un deuxième axe, pour exemple, autour de la question des injustices épistémiques, où les préjudices de certaines personnes sont liés à la dévalorisation de leurs paroles ou des concepts qu'ils portent. L'inférence active, qui va plus se rapprocher de formes de psychiatrie computationnelle, de modélisation de certaines expériences du monde, des courants sur les études sur l'ignorance, c'est-à-dire qu'est-ce qui n'est pas traité justement par la science, quels sont justement des troubles qui sont déniés ou qui ne font pas l'objet de focalisation scientifique et clinique, ou alors des courants qui sont critiques. Par exemple, on part de l'expérience patient, mais on peut aussi montrer que l'expérience patient peut conduire à des déviations, ou aussi le fait de démédicaliser peut avoir des pistes négatives pour les patients, de wrongful dépathologisation, par exemple en banalisant ou trivialisant la souffrance. Et enfin, le fait que ces dynamiques des troubles peuvent être étudiées de manière très systématique. Il y a par exemple des migrations des concepts des troubles, des concepts CRIP, c'est-à-dire vraiment de rampage des concepts des troubles qui évoluent. L'autisme a des critères qui évoluent. Certains troubles, comme les troubles dissociatifs de l'identité, sont influencés par les médias sociaux. Et donc on a des phénomènes qui apparaissent nouveaux, qui ne sont pas toujours, mais en tout cas qui changent de forme. Donc c'était pour dire qu'au final, derrière ces quatre grandes catégories, on peut avoir des confluences entre courants qui sont mêlés au travers d'études très spécifiques. Merci pour votre attention.